Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Météo Nord-Ouest. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions avec Oscar qui est avec moi. Bonjour Oscar. Bonjour. Donc nous avons beaucoup de questions, j'en ai reçu à peu près une vingtaine au total et donc nous allons commencer par la première question de Léane. Ok, alors première question, y aura-t-il de la canicule cet été? Alors bon, les questions ont été posées il y a un certain temps, mais oui, bien sûr, il y a déjà donc une canicule qui se profile pour la semaine, la fin de la semaine et le début de la semaine prochaine. Après, si on parle au nord-ouest, c'est vrai que cette année, ça sera pas non plus une canicule, on parlera plus de vagues de chaleur ou de coups de chaud. L'année dernière, on a eu 2 canicules, une en juin et une en juillet. Et là, cette année, peut-être une canicule plus au sud de la Loire, mais sinon, ce serait pas vraiment des canicules, ce serait en réalité plutôt une vague de forte chaleur. Ok, alors deuxième question, quel site utilises-tu pour faire les programmes météo et comment sélectionnes-tu les infos? Alors donc ça c'est une question de Martin, donc je vais sur plein de sites différents bien sûr, je compare les informations, donc je vais sur des sites très connus, Météo Ciel, Kyronos pour les orages particulièrement, je vais sur la chaîne Météo, Météo France, Agathe Météo, bref, quasiment tous les sites qui sont réputés pour leurs prévisions. Après, comment je sélectionne les infos, c'est très simple, je compare entre les sites et bien sûr le maximum d'infos qui revient sur chaque site je prends et puis si de toute façon ce sont des sites amateurs, j'évite de sélectionner les infos parce qu'on ne sait pas si c'est fiable ou pas et j'attends généralement plusieurs jours. Par exemple là on parle de canicule, j'ai attendu plusieurs jours avant de dire sérieusement c'est une canicule, j'attendais de voir chaque jour si ça évoluait. C'est vrai qu'il y a eu un jour où on parlait plus de vagues de forte chaleur, là on est revenu sur une canicule, donc j'attends de voir en fonction de ce que disent chaque site pour savoir ce qu'ils disent et après dire oui c'est ça ou non ce sera ça. Alors la troisième question, c'est une question de Léane. En combien de temps fond la neige? Alors, bon, la neige, en réalité, il n'y a pas un temps limité pour qu'elle fonde illimité. Enfin, je veux dire, ça dépend en réalité de la température qu'il fait. S'il fait par exemple 25 degrés du jour au lendemain, bon, il fait moins 20 la veille, le lendemain il fait 25, la neige va fondre plutôt rapidement. C'est vrai que bon, on peut faire l'expérience, par exemple si vous prenez un glaçon dans votre main, je pense que si elle est plus ou moins chaude, bien sûr le glaçon va fondre plus ou moins rapidement. En réalité, la neige aura plus de mal à fondre s'il fait froid, proche de 0, puisque forcément le froid fait que la neige va tenir. Si en revanche il fait quand même 10, 11, 12 degrés et plus, bien sûr la neige va fondre plutôt rapidement. Après il n'y a pas de temps en réalité pour que la neige fonde, hein. C'est vraiment en fonction de la température qu'il fait. Alors la quatrième question, c'est une question encore posée par Léane. Pourquoi as-tu choisi de faire la météo? Alors, depuis pas très longtemps, c'est ma passion, hein. J'avais déjà un petit peu cette passion-là quelques années auparavant, mais depuis 2018, c'est vraiment devenu ma passion à cause d'une très forte tempête. Et donc, c'est tout simplement parce que c'est ma passion, j'adore les phénomènes climatiques, donc c'est-à-dire les tempêtes, les orages, les ouragans, vraiment tout ce qui est gros événements météorologiques. Et c'est pour ça que j'aime faire la météo, c'est parce que j'aime prévoir en fait, j'aime informer les gens de ce qui va se passer au niveau météo pour les prochains jours, les prochaines semaines. Alors la cinquième question, c'est encore une question posée par Léane. Quel autre sujet préfères-tu et pratiques-tu? Alors j'aime beaucoup le sport et le football en particulier. Certains le savent, j'ai rejoint un club de football pour arbitrer, donc la SPTT Caen, je vous l'informe. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le football depuis la Coupe du Monde 2018 en réalité, avec bien sûr le premier match que j'ai regardé qui m'a marqué, c'est Portugal-Espagne, ça fait 3 partout, bref, vraiment un match sensationnel. Et c'est depuis ce jour que j'aime le football et que je pratique le foot, pas dans un club, hein, puisque j'ai déjà un certain âge et que c'est un petit peu tard. Et donc je regarde et je pratique le football et je pratique l'arbitrage de football. Alors la sixième question, c'est encore une question posée par Léane. Quel a été le déclic pour être météorologue? Alors, quel a été le déclic?
Disons que à partir du moment où j'ai eu cette passion pour la météo, c'est vrai que je me suis dit ça serait bien que je partage cette passion et que j'en fasse un compte Instagram. Donc à partir de 2018, je crois que dès l'été 2018, j'ai commencé à faire la météo sur Instagram. Donc des petites vidéos un peu comme ce que je fais maintenant sur mon compte météo. Et après, plus tard, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Mimi Jeux Vidéo, qui a ensuite s'est transformée en Le Quotidien de Mimi. Et en janvier de cette année, en janvier 2020, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube où je fais finalement la météo. Et je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, puisque j'ai 238 abonnés maintenant. Et donc, je suis toujours ravie de faire les prévisions. Et le déclic, finalement, c'est la passion, en fait, clairement. Et d'ailleurs, oui. Abonnez-vous à son compte Instagram. Voilà, Météo Nord-Ouest, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, la question numéro 7, encore par Léane. Voudrais-tu en faire ton métier ? Mais bien sûr, au début je pensais être plutôt dans l'aviation, donc pilote ou steward. Et c'est vrai qu'ensuite la météo a pris un peu le dessus par rapport à l'aviation. Et j'ai vraiment découvert cette passion vraiment qui continue encore aujourd'hui. Je suis toujours aussi passionnée de la météo, malgré le fait que des fois les modèles se trompent, malgré le fait que des fois je suis énervée parce qu'il n'y a pas eu ce qu'il devait y avoir, etc. J'ai toujours cette passion et bien sûr je compte en faire mon métier. Je compte même d'ailleurs, alors je me projette beaucoup dans le futur, mais je compte même ouvrir peut-être ma propre station météo ou bien créer ma propre chaîne de télévision. Bon, c'est encore des projets qui sont assez importants, mais j'ai ces projets-là et j'aimerais les réaliser. Alors la prochaine question, c'est la question numéro 9 qui a été posée par François. Combien de temps prends-tu pour préparer un live ? Alors, il y a des fois où je pars en intro totale, et ça se voit clairement quand je pars en intro totale, et il y a des fois où je prépare. Ça dépend si, par exemple, quand je fais les lives vers 18h30, les modèles sortent vers 17h30, commencent leur actualisation à 17h30. Si je fais un live parce que l'événement est le lendemain, je vais avoir les cartes très tôt, c'est-à-dire que pour 18h30, je vais avoir les cartes vers 18h, pas plus. Du coup, je vais pouvoir justement photographier les cartes, prendre des captures d'écran et vous les diffuser sur Instagram. Il y a ce système-là maintenant, c'est du coup, tu captures les cartes et tu peux les diffuser sur le live. Et donc ça c'est quand il y a vraiment un truc exceptionnel, une canicule où j'ai besoin de détailler la carte, je montre. Sinon je tourne avec mon téléphone et je vous montre sur ma tablette de toute façon directement sur le site et je ne prends pas de capture d'écran. Donc combien de temps? J'ai envie de dire entre 0 minutes quand je pars en impro et 15-20 minutes quand je prépare le live. Alors après, pour la 10e question, une question posée par Martin. Combien de temps tu prends pour tourner une vidéo ? Alors, tout dépend là encore de l'événement. Si vraiment j'ai besoin de faire un point très détaillé, la vidéo va durer en moyenne 10, 15 voire 20 minutes en réalité. Si jamais je fais un petit point, c'est-à-dire j'ai fait un point complet mais j'ai besoin de refaire un point, ça va être du 5-10 minutes, pas plus. En fait les vidéos c'est entre 5 et 20 minutes, je fais jamais plus, mis à part en live YouTube, ce qui m'arrive très rarement. Mais sinon, ouais, j'évite de me faire trop long, sinon ça n'intéresse pas les gens et il y en a qui regardent que la moitié. Donc ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues, au contraire. Alors pour la 11e question, c'est une question posée par Oscar. Avec quoi tu tournes tes vidéos et avec quoi tu les montes ? Donc je tourne les vidéos YouTube avec ma tablette. Je filme mes lives Insta avec mon téléphone ou parfois ma tablette, ça dépend si j'ai de la batterie ou pas. Et sinon avec quoi je monte? Alors avec Action Director, logiciel gratuit, je monte généralement sur tablette mes vidéos YouTube comme celle-ci d'ailleurs. Sinon je tourne avec un logiciel donc Mobizen. Ça s'affiche généralement quand je tourne une vidéo YouTube. Et des fois, par exemple la vidéo que vous avez vue sur l'orage du 25 juin là, que j'ai posté il y a un moment, eh bien je l'ai tournée avec ma caméra, donc une JVC, donc caméra super et qui coûte assez cher, oui. Et je l'ai montée sur Windows Live Movie Maker sur ordinateur. Voilà, donc ça dépend du type de vidéo. Aussi, oui. Combien de temps ça te prend en montage ?
Alors, un montage, ça prend entre 5-10 minutes parfois. Et donc certaines vidéos comme l'orage plutôt à monter, ça m'a pris environ 1 heure parce qu'il fallait que je fasse du coup les transitions, que je regarde des vidéos où il y avait des éclairs, parce que celles où il n'y avait pas d'éclairs, ça ne servait à rien tout simplement de les mettre. Donc voilà, les vidéos des orages, c'est les plus longues à monter parce qu'il faut que je regarde tous mes rushs, et des fois j'en ai plein. Faut que je regarde aussi toutes mes photos, parce que j'ai réussi à prendre des photos d'éclairs des fois, donc ça prend un moment. En vrai, je pense 1 heure pour les grosses vidéos, et sinon sur les vidéos comme celle-ci, je pense que j'y passe la moitié, donc 20-30 minutes. Alors, prochaine question posée par Martin, je crois. Oui. Encore. Oui, tout à fait. Est-ce qu'avec le confinement, tu as pris une routine de live? Alors oui, il y a eu le confinement en mars dernier, donc non, j'ai pas fait de routine de live en fait, parce qu'il y avait certaines semaines où il n'y avait rien de spécial, pas d'orage, pas de vent. C'était une semaine où il faisait plutôt beau, ou alors c'était mitigé, mais il n'y avait pas besoin de faire de vidéo ou de live. Donc en tout cas, j'ai jamais fait réellement de routine de live. En fait, je m'adapte aussi aux abonnés, c'est-à-dire que je demande aux abonnés vers quelle heure ils préfèrent que je fasse le live, soit vers 14h, 18h, etc. Je propose des horaires, comme ça me permet déjà d'avoir plus de monde sur mes lives, parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines heures où je les faisais pendant le confinement, c'est-à-dire vers 20h, les gens mangent vers cette heure-là, et il n'y avait personne vraiment, et du coup je me suis dit il va falloir que je demande, et j'ai demandé à mes abonnés, mais j'ai jamais réellement fait de routine de live. Alors, troisième question posée par Martin. Oui. Quels sont les différents types de nuages et leur type de formation? Alors, il existe beaucoup de types de nuages, je ne saurais tous vous les citer, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Donc par exemple le Cirrus, donc nuage qui se situe vraiment très haut, puisqu'il se situe à peu près à 10-12 km au-dessus de nos têtes. Alors ça, c'est des cristaux de glace en fait, qui fait leur aspect filandreux, leur type de formation. Bon, c'est avec la condensation quand il y a de l'humidité dans l'air, il y a des nuages. Quand l'air est sec, généralement il n'y a pas de nuages. Donc c'est une façon aussi de savoir s'il y a de l'humidité dans l'air. Donc les cirrus, il y a les stratus, les cumulus, les cirrocumulus, les cumulonimbus, etc. Il y a vraiment beaucoup de nuages. Et en fait, chaque nuage, on peut se dire, alors, il y a ce nuage-là, donc il va faire plutôt beau, plutôt mauvais. Quand il y a un cumulonimbus, généralement, ça annonce des orages, ou un orage de neige. Quand il y a un nimbostratus, c'est des nuages qui, généralement, sont présents quand il y a de la pluie, donc quand le temps est très pluvieux. Quand il y a des cirrus, il peut faire beau, hein. C'est vrai qu'on les rencontre quand il fait plutôt beau, et puis voilà, chaque nuage, on peut se dire il va faire tel ou tel temps. C'est vrai que c'est un indice de météo aussi. Après, c'est pas le cas pour tous les nuages. Alors, pour la question numéro 14, encore posée par Martin, comment savoir où est-ce qu'un éclair a touché le sol? Alors, il existe des cartes, bien sûr, des cartes radar où on peut voir les impacts en direct. Alors, c'est vrai que je me demande aussi, parce que on peut pas réellement savoir où un éclair est tombé. Alors c'est à peu près, déjà on localise les cellules orageuses, et après c'est vrai qu'il y a les stations amateurs et les stations professionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des stations dans déjà chaque aéroport. Donc quand il y a un éclair qui est tombé, la station va enregistrer cette information, et bien sûr on va pas mettre un éclair là où il fait beau. Déjà on va mettre un éclair là où il y a la cellule orageuse. Après l'endroit c'est plus ou moins précis en fonction des sites. Je connais plusieurs sites, donc sur Météociel il y a une carte d'impact en direct. Sur Lighting Maps, c'est une carte qui est vraiment très détaillée, puisqu'on peut voir déjà jusqu'où se propage le tonnerre et vers quelle direction peut prendre la cellule orageuse. Donc c'est vraiment très intéressant. Après c'est vrai que du coup pour savoir où est-ce qu'un éclair est tombé, il faut aussi se référer sur les différents sites. Et puis pour savoir à combien de kilomètres se trouve un orage, là c'est un petit peu différent. Et bien il y a une technique qui est très simple, c'est entre l'éclair et le tonnerre, vous comptez et vous multipliez par un certain nombre. Il faudrait que je vous trouve la formule, je vous la mettrai dans la description, et vous multipliez, vous trouvez un nombre de kilomètres, donc c'est à ce nombre de kilomètres de l'orage que vous trouvez. Alors la question numéro 15, posée par Oscar, d'où est venue cette passion pour la météo? Alors, depuis 2018, donc j'en ai déjà parlé auparavant, j'étais en voyage scolaire à vrai dire, et j'avais mon téléphone et j'ai regardé
la météo. Et je savais que pendant cette semaine où j'étais partie en voyage, il y allait y avoir pas mal de coups de vent, pas mal de tempêtes. Et là, je me suis dit, ok, ça commence à être intéressant, je me dis pourquoi pas du coup voilà, s'intéresser à la météo, regarder les sites pour prévoir ensuite et faire des vidéos, des publications où je décris les prévisions. Et donc c'est à partir du moment où on a relevé sur Caen une rafale de 140,5 km/h, ce qui n'était jamais arrivé, que là je me suis dit ok, je m'intéresse à la météo, c'est sympa, voilà, il y a plein d'événements comme ça qui font que l'ouragan Irma vraiment qui reste dans les mémoires, la tempête Chiara, ou la tempête Lothar et Martin, j'étais pas née lorsqu'il y avait cette tempête, hein, mais vraiment c'est quelque chose qui me passionne, vraiment les phénomènes, et on le sait, et ce sont des hypothèses qui sont de plus en plus probables. Les prochains événements climatiques seront de plus en plus puissants, de plus en plus nombreux sur Terre, et donc c'est pour ça aussi que j'ai cette passion pour la météo. Alors, question numéro 7. Qui est ton présentateur météo préféré? Question de Mathias. Alors, j'ai pas réellement de présentateur météo préféré, hein. Quand je regarde la météo à la télé, que ce soit sur TF1, BFM, etc., vraiment, je regarde toutes les météos sur toutes les chaînes. Donc, j'ai pas de présentateur météo préféré. Après, je connais, quand on me parle de Louis Baudin, quand on me parle de Régis Crépé, quand on me parle de Guillaume Séché, je vois qui sont ces personnes. Donc, Guillaume Séché, présentateur sur BFM TV, Régis Crépé, présentateur de la chaîne météo, quand on me parle de Louis Baudin, présentateur météo de TF1, donc j'ai pas de présentateur météo préféré, mais en tout cas je vois de qui on me parle quand on me dit Louis Baudin, voilà. Alors il y a la question numéro 16 ou 17, 17 je crois. Qui est posée par Mathias. Tu comptes faire des rencontres abonnées? Alors là, c'est vrai que c'est une chaîne consacrée à la météo, donc je fais des prévisions. Une rencontre abonnée, c'est pour des autographes, pour des trucs comme ça, et en réalité pour le moment j'en ai pas vraiment l'intention. Je compte plutôt rester sur des vidéos où je présente la météo sans faire finalement de rencontre abonnée. Répondre à vos questions, ça bien sûr, j'en ai le plaisir, donc bien sûr je continuerai à vous demander de me poser des questions. Bon, c'est vrai qu'à la fin c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais c'est pas grave, après il y aura des questions en fonction des événements météorologiques. Mais pas de rencontre abonnée de prévu pour le moment. Alors question numéro 18, posée par Mathias, je crois. Oui, tout à fait. Quel est ton plus gros objectif dans la météo? Alors, j'ai un rêve, c'est d'ailleurs comme tous les chasseurs d'orages et de tornades, c'est d'aller aux États-Unis dans la fameuse Tornado Alley. Je pense que vous connaissez, hein, c'est une saison donc entre mai et juin, je crois, je sais plus exactement la période où il y a beaucoup de tornades. C'est vraiment une zone aux États-Unis où il y a vraiment beaucoup de tornades, et ce serait d'aller dans cette zone justement pour capturer une tornade. Enfin, quand je dis capturer, c'est capturer en vidéo, hein, bien sûr, parce que c'est vraiment génial. Et j'ai tout simplement ce rêve depuis que je suis passionnée par la météo. Et alors, au niveau de l'objectif météo, dans ce que j'ai tourné, dans ce que j'ai vécu, c'est vrai que mon plus gros objectif de YouTube, ça a été d'atteindre quasiment les 2000 vues sur une vidéo sur la tempête Chiara. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle fasse autant de vues. Il y a eu quasiment 2000 vues en 2 jours, ce qui est tout simplement énorme. Beaucoup de personnes se sont intéressées, interloquées sur cette tempête. Et donc beaucoup de personnes ont regardé ma vidéo. J'avais pas beaucoup d'abonnés à cette époque-là. Enfin, quand je dis à cette époque, c'était il y a quelques mois, mais j'avais quoi, une 120 abonnés, 130, et avoir 2000 vues. Là j'en ai 238, mais avoir 2000 vues en 2 jours quand t'as 150 abonnés, c'est beaucoup. Alors, question numéro 19, posée par Martin. Comment se forme un flocon? Alors, à la formation d'un flocon, bien sûr, donc c'est plusieurs molécules d'eau dans l'air, dans un nuage. Il y a des dizaines de milliers, de millions même de molécules d'eau. C'est d'ailleurs un nuage, c'est en fait de l'eau sous forme gazeux. Du coup, c'est pour ça qu'on voit ces fameux nuages dans l'air. C'est parce que ce sont de l'eau à l'état gazeux. Donc, un flocon va se former tout simplement quand les températures vont être inférieures à 0 degré.
où un cristal de glace va naître avec plusieurs molécules d'eau qui vont s'assembler tout simplement autour d'un grain de poussière, etc. Ça va geler autour, donc l'eau va tout simplement se transformer en glace et les molécules d'eau autour vont s'assembler sur ce flocon. Après, comment on passe du cristal au flocon, ça c'est une autre chose. Et donc, eh bien, ce sont des couches de glace qui vont se déposer autour du cristal et ça va former tout simplement un flocon de neige. Alors, question numéro 20, posée par Mathias. Quand tu vas présenter la météo, tu seras en costard. Alors, bien sûr, si je présente un jour la météo à la télévision, c'est vrai que quand je présente la météo sur YouTube, on me voit très rarement. Généralement, je montre des cartes, je ne montre pas ma tête. Et bien sûr, c'est vrai que quand on passe à la télé, on est, il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent. Et donc, oui, on est en costard, on est en cravate, on est en chemise. En tout cas, on s'habille bien, on est même maquillé. Ça se voit pas forcément, mais on est maquillé, oui, on est coiffé, on est bien, quoi. On est propre, on est soigné, bien habillé pour bien sûr. Présenter la météo. Moi en tout cas sur YouTube, quand je présente la météo, quand je fais mes lives, là aujourd'hui ça m'arrive par exemple, je suis dans une tenue un peu plus décontractée parce que je ne suis pas à la télévision, je n'ai pas des millions de personnes qui me regardent. Alors question numéro 21, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi les prévisions sont-elles aussi mauvaises alors qu'avec la technologie d'aujourd'hui devrait être beaucoup mieux? Alors, donc ça c'est une question de Christophe. C'est vrai que vous l'avez remarqué, je vous en ai un peu parlé depuis le confinement, c'est vrai que les prévisions météo sont très peu fiables à plus de 3 jours. À quoi c'est dû? C'est dû tout simplement à la baisse du trafic aérien. C'est vrai que lorsqu'il y a, il y a déjà des centaines de milliers d'avions au-dessus de nos têtes, généralement, et donc eh bien eux ont des informations très précieuses sur les courants de jet, donc sur les vents en altitude qui vont nous faire amener les dépressions et les anticyclones. Et eh bien avec l'effondrement du trafic aérien, ce qui fait que du coup il y a eu moins de données météorologiques et donc eh bien on avait moins de données au-dessus de l'Atlantique, au-dessus du Pacifique et donc les prévisions étaient moins fiables. On ne savait pas s'il allait y avoir une tempête, si le temps allait être plutôt orageux et donc à plus de 3 jours la fiabilité était quand même de moins de 50%, ce qui est quand même assez exceptionnel parce que même à une semaine la fiabilité est de 50-60%. Alors des fois c'est 40 quand en fonction des événements, donc quand il y a une grosse tempête on peut confirmer l'événement à 3 jours avant la tempête, pas avant. Donc c'est vrai que avec la technologie qu'on a, normalement on devrait avoir des prévisions super fiables. Là avec le confinement malheureusement eh bien, le trafic aérien a chuté littéralement et on a du coup des prévisions moins fiables. Et moi je pense que le retour à la normale ne se fera pas avant fin 2020. Donc ce qui est un gros problème pour les tempêtes puisque vous le savez la saison des ouragans est quand même très active en ce moment. Il y a déjà des ouragans qui ont tendance à se former dans l'Atlantique. Et quand on aura ces fameuses tempêtes, ces fameuses dépressions qui vont nous venir du Québec, etc., ça va être très difficile de les prévoir. Et donc on ne sait pas si jamais on va se reprendre une grosse tempête ou pas. Ça va vraiment poser problème. Et c'est vrai que c'est embêtant qu'on n'ait pas des prévisions super fiables. Avec la technologie qu'on a, on a quand même la chance d'avoir une technologie assez développée en France, ce qui n'est pas le cas dans certains pays où ils n'utilisent pas les mêmes choses que nous. Donc c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Maintenant, là, les prévisions qui ne sont pas fiables en ce moment, c'est dû au trafic aérien qui est en baisse de plus de 50%, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc à plus de 3 jours, ce n'est pas fiable. Alors la question 22, est-ce que c'est possible du vent sans précipitation? Alors oui bien sûr c'est possible et on a même le cas en France d'ailleurs dans le sud puisqu'il y a du Mistral et de la Tramontane et le vent d'OTAN aussi bien sûr, c'est du vent très fort. En fait c'est dû à quoi? C'est quand on a un anticyclone et une dépression, donc le vent va s'engouffrer. Donc un anticyclone on le reconnaît dans l'hémisphère nord parce que le vent tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et une dépression ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc le vent va s'engouffrer entre les montagnes et ça va s'accélérer entre le Massif central et les Alpes et donc c'est vrai que c'est possible d'avoir du vent sans précipitation, c'est possible, même en Normandie des fois on a du vent sans précipitation. Après est-ce que c'est possible d'avoir des rafales tempétueuses sans précipitation? Alors
j'irai pas jusqu'à dire rafale tempétueuse, mais on a eu déjà le cas il y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on a eu un anticyclone qui s'est positionné sur les îles britanniques. Ça nous a ramené du vent d'est qui a été assez soutenu, de l'ordre de 70 voire 80 km/h. On avait un grand soleil, mais on avait beaucoup de vent, donc ça arrive. Et même dans le sud-est, ça arrive d'avoir des rafales de 100-130 km/h alors qu'il y a un grand soleil. C'est dû donc au placement de l'anticyclone et à l'engouffrement des vents entre le Massif central et les Alpes. Et ça fait ça aussi avec les Pyrénées. Et le Massif central, c'est le vent d'OTAN, si je ne me trompe pas. Alors, question numéro 23. Et dernière Est-ce question. qu'on va tous mourir? Oui, on va tous mourir un jour malheureusement. Après, est-ce qu'on va tous mourir d'un événement météorologique? Pas forcément. En vrai, lors d'un événement météorologique, c'est lors d'un événement météorologique qu'on m'a posé cette question. Je crois que c'est quand il y avait des orages ou je ne sais plus quand. On m'a posé cette question. Et non, en vrai, pour les orages, il faut se protéger. Donc, faut pas téléphoner lorsqu'il y a un orage. Faut débrancher tous les appareils électriques. Vous connaissez les règles. Hein, donc, ne pas se mettre sous un arbre, bien sûr. Rester chez soi, dans sa voiture, il n'y a pas de souci. Ou se mettre en boule si on est dans une plaine. Se faire tout petit pour éviter de servir de paratonnerre. Parce que la foudre a tendance à s'abattre sur les points les plus hauts, donc les arbres. Mais si vous êtes dans une clairière et qu'il n'y a personne autour de vous, pas d'église, pas de poteau électrique, pas d'arbre, si vous êtes debout, vous allez être le point le plus haut et donc la foudre risque de vous frapper et donc ce serait dommage que vous soyez électrocuté. Lors des tempêtes, bien sûr, il faut éviter de se mettre dehors, donc restez chez vous. Mettez-vous à l'abri lors d'un orage, lors d'un ouragan, lors d'une tempête, enfin voilà, on ne le dira jamais assez. Si jamais il y a de la neige, vous évitez de prendre le volant, hein. Je sais que la plupart qui me regardent sont mineurs et donc n'ont pas le permis, mais voilà, à l'avenir, évitez de prendre la route lorsqu'il y a de la neige, on ne le répétera jamais assez. Donc soyez très prudents lorsqu'il y a un événement météorologique, consultez les bulletins de vigilance, bien sûr, restez informés avec tous ces bulletins météo. Et non, il n'y a aucune raison qu'on meure d'un événement météorologique si on se met à l'abri, il n'y a aucun problème. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore. Je ferai sans doute une autre vidéo à venir prochainement. Merci à Oscar qui était avec moi pour poser les questions. Merci Oscar. De rien. Et abonnez-vous à mon Instagram. Voilà, je le mettrai en description. T'as pas encore de chaîne YouTube, mais peut-être qu'à l'avenir tu en auras une, je ne sais pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur mon compte météo. Mon compte sera en description donc. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube Météo Nord-Ouest et également à ma nouvelle chaîne pour des vlogs. Ça s'appelle les vlogs de Mini. Vous avez le lien également dans la description. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau bulletin météo. Bonnes vacances à toutes et à tous.